Dans les méandres du lac Séminole en Floride, une disparition mystérieuse a éveillé les soupçons et les craintes. Michael Williams, un homme aimé et respecté, s'est évaporé un matin de décembre l'an 2000, laissant derrière lui un mystère. Le 16 décembre 2000, Jerry Michael Williams, âgé de 31 ans, est parti chasser des canards sur le lac Séminole en Floride et n'est jamais revenu. Sa famille l'a cherché, mais tout le monde soupçonnait un accident, ce qui a rendu les recherches moins minutieuses et même réticentes. 6 mois plus tard, Mike, comme on l'appelait à la maison, a été déclaré mort. L'affaire a été classée, puis remise sur le tapis à la demande de sa famille, mais elle ne sera résolue que 18 ans plus tard. Cette affaire semblait si compliquée que même les enquêteurs eux-mêmes ne pouvaient pas répondre avec certitude si Mike avait disparu de lui-même ou s'il avait été victime d'un acte criminel. Mais pour savoir qui était coupable, il a fallu attendre de nombreuses années, puis pousser les suspects à révéler leur ancien secret. Dans cette sombre affaire, les masques sont tombés, nous rappelant que l'or ne brille pas toujours et que derrière les sourires et les promesses peuvent se cacher les pires intentions. En plongeant dans cette affaire, nous découvrirons une sinistre vérité. L'eau qui dort est souvent la plus dangereuse. Que cette histoire nous serve de leçon et de rappel que la justice, même tardive, finit toujours par triompher. Jerry Michael Williams est né le 16 octobre 1969 à Bradfordville, à 15 km de Tallahassee, en Floride. À la maison, on l'appelait Mike. Son père était chauffeur de bus et sa mère, Cheryl, était femme au foyer. Le jeune homme avait également un frère aîné appelé Nick. Mike était une personne simple, gentille et modeste, appréciée de tous. Il réussissait bien à l'école et dans le sport, jouait au football et était président du conseil étudiant. Mais sa véritable passion dès son plus jeune âge était la chasse aux canards. À l'âge de 15 ans, il a développé cet intérêt qui est devenu par la suite un passe-temps. Cela le rapprochait également beaucoup de son père, avec qui il passait souvent du temps de cette manière. Lorsqu'il était à l'école, il a rencontré Denise Merrell, une pom-pom girl et membre du conseil étudiant. Ils formaient un couple digne d'un film américain sur les adolescents. Sa relation avec Denise a également introduit dans la vie de Mike 2 autres personnes qui deviendront ses amis par la suite. Ainsi, Michael a d'abord fait la connaissance de Brian Winchester et de sa petite amie Kathy Thomas, avec qui il est devenu très ami. En 1988, les 4 amis ont terminé l'école secondaire, mais cela n'a pas affecté leur solide amitié. Mike a poursuivi ses études en sciences politiques et en urbanisme à l'Université de Floride. Il a ensuite été rapidement embauché comme évaluateur immobilier dans une entreprise. Mike y était très apprécié, au point que le propriétaire de cette entreprise le considérait comme l'employé le plus travailleur. Le 16 décembre 1994, Mike et Denise se sont mariés. Peu de temps après, leurs amis Brian et Kathy se sont également mariés, ce qui a renforcé leur amitié déjà bien établie. Un jour, le couple Williams a déménagé dans la partie orientale de la ville de Tallahassee. Cette ville était réputée pour sa qualité de vie, ses magnifiques paysages et ses infrastructures étendues, bien que la criminalité ne faisait qu'augmenter dans la région au cours de ces années. Mike et sa femme Denise ont élu domicile dans cette ville et ont commencé à y construire leur nid familial. Le 8 mai 1999, leur famille s'est agrandie avec la naissance de leur fille, Ansley. Mike aimait sa fille et sa femme plus que tout et faisait tout son possible pour elle chaque jour. Il était profondément reconnaissant envers sa femme pour la naissance de leur fille. Malheureusement, en 2000, le père de Mike est décédé. Ils étaient très proches et cette perte a beaucoup affecté Mike. Craignant de mourir subitement et de causer des difficultés à ses proches, Mike et son ami Brian ont souscrit une assurance vie pour ne pas laisser leurs épouses sans rien en cas de problème. Le 16 décembre 2000 marquait le 6e anniversaire de mariage de Mike et Denise. Ils prévoyaient de passer cette journée ensemble. Ensuite, 6 mois plus tard, ils devaient partir en voyage familial à Hawaï. Mais ce jour-là, personne ne savait que cela n'arriverait jamais. Parce que tôt le matin, Mike est parti à la chasse et n'est jamais rentré chez lui. Mike s'est réveillé tôt le matin du 16 décembre pour se préparer à aller à la chasse. Il a préparé sa voiture, a emballé son équipement et un peu de nourriture pour le casse-croûte, puis a attaché le bateau à la remorque et est parti pour le lac Séminole,
situé à la frontière entre la Floride et la Géorgie. Denise espérait que Mike reviendrait vers midi, mais il n'est pas revenu à midi. Sa femme a commencé à l'appeler, mais Mike ne répondait pas. Denise a commencé à s'inquiéter car ils avaient prévu des projets pour leur anniversaire. Et Mike avait toujours tenu ses promesses. Peu de temps après, elle a appelé son père pour lui dire que Mike n'était pas rentré de la chasse et qu'il ne répondait pas aux appels. Ensuite, Denise a contacté leur ami commun, Brian, et lui a demandé de l'aide pour les recherches. Brian et son père, Marcus, sont alors partis pour le lac Séminole pour tenter de retrouver Mike. D'abord, ils sont allés dans les endroits où Mike aimait s'arrêter, mais ils ne l'ont pas trouvé là-bas. Ils ont donc dû errer autour du lac pendant un certain temps et ils ont trouvé la voiture de Mike. Mais ils n'ont pas trouvé son bateau ni l'homme lui-même. Alors ils ont décidé de demander de l'aide aux autorités. L'appel a été pris en charge par la Commission de la conservation de la faune de Floride. Ils se sont occupés des recherches car un chasseur était porté disparu. Ils ont organisé une équipe de recherche et de sauvetage. Les hélicoptères et un groupe de plongeurs ont été utilisés pour la recherche en raison des alligators vivant dans le lac. Ils ont également délimité une zone de recherche d'environ 10 acres de terrain autour du camion de Mike. Après un certain temps, l'hélicoptère a trouvé le bateau dérivant de Mike. Il était à moins de 100 mètres de l'échelle du bateau par laquelle l'homme descendait probablement. À l'intérieur du bateau, après une fouille, un fusil de chasse a été découvert. Il était toujours dans son étui non ouvert. Cela indiquait que Mike n'avait même pas eu le temps de commencer la chasse avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Après de longues recherches, les plongeurs n'ont trouvé ni le corps ni l'équipement. C'est alors que l'adjoint du shérif du comté de Jackson a rejoint l'équipe de recherche. Après avoir examiné les lieux de l'incident, les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace indiquant une mort violente du chasseur. Les recherches ont continué, mais elles se sont compliquées avec le temps. Ce jour-là, une violente tempête a éclaté. Elle a entravé les recherches. Elle avait également effacé d'éventuels indices. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que Mike aurait été victime d'un accident. Le bateau aurait pu accrocher quelque chose, ce qui aurait fait tomber l'homme par-dessus bord et se noyer. L'équipement du chasseur était très lourd, et s'il était tombé dans l'eau avec, il pouvait facilement l'entraîner au fond. Il y avait aussi la possibilité que Mike avait été mangé par un alligator. Ses restes ne pouvaient pas être trouvés car ils étaient inaccessibles. L'alligator aurait pu simplement les emmener quelque part au fond du lac. C'est ainsi que les enquêteurs ont essayé d'expliquer l'incident à la famille. La seule personne qui n'a pas cru à ces arguments était la mère de Mike, Cheryl. Elle a engagé un groupe de recherche privé et a essayé de trouver son fils par elle-même. En février 2001, ils ont atteint une impasse. Ils ont également conclu que les arguments du groupe de recherche officiel étaient valables et ont arrêté les recherches. Après cela, Denise a organisé un service commémoratif. Il semblait qu'elle avait simplement accepté la mort de son mari et laissé les événements derrière elle, essayant de continuer à vivre. Seule Cheryl ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à se battre et à essayer de trouver Mike. En juin 2001, un pêcheur sur le lac Séminole, où Mike avait disparu il y a 6 mois, a découvert une paire de bottes en caoutchouc boueuse flottant dans l'eau. C'était une grande avancée dans l'affaire de la disparition de Mike Williams. Une équipe de plongeurs a été renvoyée sur le lac, et cette fois-ci, ils ont trouvé l'équipement de Mike. Grâce aux documents et au permis de chasseur trouvé dans la poche du gilet, il a été possible de déterminer qu'il appartenait à Mike Jerry Williams. L'affaire a été rouverte, et de nouvelles preuves n'ont fait qu'ajouter d'autres questions. Les plongeurs ont trouvé une veste de chasse, une lampe de poche en état de marche et un permis au fond du lac. Étonnamment, aucune trace de dents n'a été trouvée ni sur la veste ni sur les bottes, ce qui a fondamentalement brisé la théorie selon laquelle le chasseur aurait été mangé par des alligators. De plus, la veste elle-même, la lampe de poche et le permis dans la poche étaient intacts. Ils n'ont pas été affectés par un séjour prolongé dans la nature ou en eau douce. Les enquêteurs ont ensuite envoyé la veste pour analyse. Après avoir examiné les preuves, le laboratoire a répondu qu'aucune trace de l'ADN de Mike n'avait été trouvée sur la veste. Cela prouvait que l'homme n'avait pas porté cette veste. Mais la nouvelle suivante a rendu Cheryl et Nick, le frère de Mike disparu, méfiants. Ils ont appris que pendant qu'ils recherchaient Mike, sa femme Denise avait demandé au tribunal de déclarer Jerry Mike Williams légalement mort,
elle a réussi à le faire en 6 mois, alors qu'il faut 5 ans pour déclarer une personne morte sans corps. Denise a pu encaisser 3 polices de coassurance grâce au succès de sa requête. Au total, elle a reçu une somme équivalente à 1,5 million de dollars. En même temps, elle a catégoriquement refusé de continuer à chercher Mike. C'est alors que Cheryl a commencé à soupçonner sa belle-fille de l'implication et de la disparition de son fils. Cheryl a continué ses recherches. Pour ce faire, elle a distribué des publicités, donné des interviews et même payé pour des bannières. Certaines personnes pensaient qu'elle devenait folle. Après tout, la perte de son mari et de son fils la même année l'a profondément affectée. Mais Cheryl ne s'est pas laissée abattre. Elle a examiné de nombreux détails liés à l'affaire et a développé des théories probables qui devaient faire avancer l'affaire vers sa résolution. Mais cela a finalement détruit la relation entre Denise et Cheryl. Le mois d'août 2001 a marqué la fin de leur communication. Un jour, Denise a invité Cheryl et Nick chez elle pour discuter. Denise a demandé à Cheryl d'arrêter les recherches, car elle était fatiguée et voulait simplement continuer à vivre. Elle a accusé sa belle-mère d'entêtement et a même posé des conditions. Si elle ne mettait pas fin aux recherches, personne de la famille Williams reverrait Ansley, la fille de Mike. Cheryl aurait pu perdre le contact avec sa petite-fille, mais elle n'a pas abandonné sa lutte pour la justice. En 2004, l'affaire de la disparition de Mike a été rouverte. Pour cela, Cheryl s'est directement adressée au département des forces de l'ordre de Floride et a fourni ses preuves qu'elle avait obtenues lors de son enquête personnelle. Elle savait toujours que son fils était expérimenté en chasse et très prudent. Il ne pouvait pas simplement aller dans un endroit inconnu. De plus, Cheryl a réfuté l'hypothèse selon laquelle Mike avait été mangé par des alligators. Pour cela, elle a mené sa propre recherche de faits, puis a même consulté des experts pour prouver que les alligators ne se nourrissent pas pendant la période hivernale froide. Les enquêteurs ont ensuite consulté d'autres experts qui ont fermement affirmé qu'aucun alligator n'était capable de manger un homme adulte sans laisser de traces. D'autres témoins qui connaissaient Mike et qui avaient participé au groupe de recherche ont également témoigné. À l'époque, ils étaient également troublés par le fait que Mike ait choisi un endroit désert pour camper. Il n'était pas du genre à choisir des régions isolées et peu développées. Il était toujours excessivement prudent et pratique. S'il était parti à la chasse ce jour-là, il aurait dû choisir un endroit où il y avait plus de passages et plus de chances d'obtenir de l'aide en cas de danger. Plusieurs personnes avaient remarqué une autre étrangeté. Lorsqu'ils avaient trouvé le bateau de Mike, ils ont découvert que le moteur était éteint et que le réservoir était plein. Si Mike était réellement tombé, comme le pensaient les enquêteurs, le réservoir aurait été vide. Le moteur aurait fonctionné après la chute de l'homme, mais se serait arrêté une fois que tout l'essence aurait été fini. Mais ce qui a le plus remis en question la vieille théorie, ce sont les vestes et les bottes retrouvées sans trace de dommages causés par l'eau et le temps. Les enquêteurs ont dû abandonner l'ancienne théorie et en créer une nouvelle. Soit Mike a disparu de lui-même en simulant maladroitement un accident, soit il a été tué. L'affaire de Mike a à nouveau attiré l'attention des enquêteurs et du public. De plus en plus de journaux et d'émissions de télévision en parlaient. C'est alors, en janvier 2005, lorsque l'affaire a été officiellement rouverte, Denise a interdit aux membres de la famille du côté de son mari de communiquer avec Ansley. Cela semblait trop suspect, mais le 3 décembre 2005, les enquêteurs ont commencé à soupçonner l'implication de Denise dans la disparition de Mike. Ce jour du 3 décembre 2005, Denise s'est mariée avec un ami de la famille, Brian. Plus tard, les enquêteurs ont découvert que Brian avait divorcé de sa femme Kathy Thomas, 2 ans après la disparition de Mike, et avait immédiatement emménagé chez Denise. Kathy était aussi l'amie d'enfance de Brian. Les enquêteurs ont immédiatement convoqué son ex-femme, Kathy, pour l'interroger. Elle a raconté qu'elle soupçonnait depuis longtemps son mari d'infidélité. Elle pensait que Brian avait commencé une liaison avec Denise en 1997. Elle a également raconté que c'était Brian qui avait proposé à Mike de souscrire une assurance vie. Cette conversation avait eu lieu 6 mois avant la disparition de l'homme, ce dont Denise aurait pu profiter. Il a également été découvert que c'était Brian qui avait participé à des moments importants de l'enquête. C'était lui qui avait trouvé la voiture de Mike en premier, et il a été l'un des premiers à accepter la théorie des alligators.
Et lorsque de nouvelles preuves avaient été découvertes, une veste et des bottes, c'était Brian qui les avait identifiées comme appartenant à Mike. C'est ensuite que les enquêteurs ont appris le conflit entre Denise et Cheryl. Les enquêteurs se sont davantage intéressés à l'ex-femme de Mike. Elle n'était pas intéressée par les recherches et pire encore, elle les entravait, entravant l'enquête de Cheryl. C'est alors que les enquêteurs ont convoqué en 2005 le jeune couple composé de Denise et Brian pour les interroger. Les déclarations de Brian différaient peu des récits précédents. Il a expliqué en détail que le 16 décembre 2000, il devait également partir à la chasse avec son père et Mike. Mais malheureusement, ce jour-là, il s'était endormi. Il s'est avéré que la veille, il était allé avec son ex-femme Cathy à un concert et ils étaient rentrés tard à la maison, ce qui explique pourquoi il ne s'était pas réveillé à temps. Ces paroles concordaient avec d'autres témoignages sur ses allées et venues. Denise, quant à elle, a décrit sa journée comme d'habitude. Elle s'était réveillée après le départ de Mike, puis s'est occupée de la maison et de sa fille, en attendant le retour de son mari de la chasse. Mais quand il n'est pas rentré à midi, elle a commencé à l'appeler, mais Mike ne répondait pas. Alors, elle a appelé son père et Brian pour qu'ils cherchent Mike. Lors de cet interrogatoire, les enquêteurs ont eu l'impression que Denise parlait trop froidement et distanciée. Comme si cela ne la concernait pas du tout et ne l'intéressait même pas, mais de toute façon, leur interrogatoire n'a pas aidé à trouver des réponses. En 2008, le département des forces de l'ordre de Floride a annoncé que l'affaire de la disparition de Jerry Mike Williams n'était pas un accident. Ils ont émis l'hypothèse qu'il fallait enquêter sur un meurtre, mais ils n'avaient aucune preuve, seulement des suppositions. De plus, comme tout le monde avait initialement considéré la disparition de Mike comme un accident, toutes les preuves possibles n'avaient tout simplement pas été trouvées ou avaient été gravement endommagées. Désormais, il n'était plus possible de les utiliser comme preuve matérielle. Les enquêteurs ont compris que pour résoudre l'affaire, il ne suffirait pas de trouver des preuves. Ils devaient créer une situation qui pousserait les criminels à se rendre. Par conséquent, ils ne pouvaient qu'attendre le moment où les suspects se trouveraient dans une situation difficile. Pendant ce temps, Cheryl continuait à faire pression sur le FBI. Elle leur écrivait des lettres leur demandant de prendre l'affaire en main et de la résoudre. Mais ils ne lui répondaient pas. Alors elle a commencé à envoyer des lettres au bureau du gouverneur de Floride. Elle lui a écrit pendant 9 ans. Au total, Cheryl a envoyé 2600 lettres et personne n'a répondu. Alors la femme a dû appeler le bureau de l'ancien gouverneur Rick Scott. On lui a dit que toutes les lettres envoyées par Cheryl avaient été transmises au FBI. La femme était désespérée, mais elle continuait à se battre. En 2011, elle a organisé une manifestation solitaire dans les rues de Tallahassee. Ainsi, elle rendait hommage à son fils et à une affaire qui n'avait toujours pas été résolue. La police, quant à elle, a élaboré un plan pour démasquer les criminels. Pour cela, ils ont commencé à surveiller Brian et Denise. Il leur a fallu de nombreuses années pour obtenir les résultats souhaités, et à un moment donné, le piège s'est refermé. Le 5 août 2016, Denise a fait irruption au poste de police du comté de Léon et a porté plainte contre son ex-mari Brian, affirmant qu'il allait la kidnapper. Elle a donc demandé qu'il soit placé en détention et qu'il reçoive une ordonnance restrictive. En fait, grâce aux données de suivi, les enquêteurs avaient appris que le couple s'était séparé en 2012. Il s'est avéré que Brian avait trompé sa deuxième femme, Denise. De plus, des difficultés et des tensions étaient apparues dans leur relation en raison du battage médiatique entourant l'enquête sur le cas de Mike. Et bien sûr, tout cela s'accompagnait de querelles. Les enquêteurs avaient surveillé cela de près. La paranoïa du couple s'était accrue. Mais si Denise semblait plus calme et qu'extérieurement elle ne montrait aucune panique ni tension, alors cette période n'avait pas été facile pour Brian. Ses amis ont confirmé que leur vieil ami avait beaucoup changé. De plus, Brian avait fait de son mieux pour sauver le mariage. Pour cela, il avait même pris rendez-vous avec un psychologue. Mais finalement, Denise avait demandé le divorce en 2015. Les enquêteurs s'attendaient à quelque chose comme ça depuis longtemps. Le 4 août, les enquêteurs étaient allés avoir une conversation privée avec Brian. Ils l'avaient bluffé ce jour-là. Ils avaient dit à Brian, déjà agité, que Denise avait demandé le divorce et qu'elle voulait aussi témoigner contre lui. Il lui avait dit comme si elle allait venir les voir et dénoncer son ex-mari. La ruse des enquêteurs a bien fonctionné.
car dès le lendemain, le 5 août, Denise, effrayée par son mari, est arrivée en courant pour demander une ordonnance restrictive. Les enquêteurs ont immédiatement placé Denise dans une salle d'interrogatoire où elle a parlé de la tentative de Brian de la kidnapper. Denise a déclaré qu'elle s'approchait de sa voiture lorsqu'elle a remarqué un homme à l'intérieur. Au début, elle ne l'a pas reconnu, mais ensuite, elle a réalisé que c'était Brian. Elle avait l'impression que l'homme n'était pas simplement en train de l'attendre dans la voiture, mais qu'il y avait passé la nuit. Cela l'a inquiétée. Ensuite, elle s'est assise sur le siège du conducteur et Brian a pointé son pistolet sur ses côtes, exigeant qu'elle se rende dans un endroit isolé. Mais Denise ne lui a pas obéi. Au lieu de cela, elle s'est garée près d'une pharmacie locale. Denise a raconté qu'elle était en larmes et en état de choc, ce qui a rendu Brian furieux. Il était en colère, il a exigé qu'elle arrête de pleurer. À un moment donné, elle s'est calmée et lui a demandé s'il voulait la tuer puis se donner la mort lui-même. Brian a répondu par l'affirmative, parce que sa vie n'avait plus de sens après leur divorce. À ce moment-là, Denise a menti à son ex-mari. Elle lui a dit de la laisser partir et en échange, elle n'irait pas à la police et ne signalerait pas l'incident. Elle a également promis qu'elle rencontrerait Brian et son père Marcus plus tard. Alors l'homme s'est calmé. Denise a conduit Brian à sa voiture qui était toujours sur le parking. Quand il est sorti de sa voiture, il a sorti un sac à dos, puis a commencé à y mettre certaines choses. Parmi elles, Denise a remarqué un drap, une housse de vêtements, une scie et une bouteille d'eau de Javel. À ce moment-là, la femme a pensé que c'était un véritable kit de meurtre. Pendant l'interrogatoire, elle a dit que si tout s'était passé différemment, elle ne serait pas assise à la police. Elle a demandé une ordonnance restrictive pour elle et Ansley afin que Brian ne puisse plus s'approcher d'elle. Ainsi, les enquêteurs ont gagné la confiance de Denise. Ils ont immédiatement fait appel à l'agent spécial du FBI Mike Deviné et à l'officier de police de Tallahassee David McCain, qui était également le mari de la sœur de Denise. Ces deux-là étaient responsables de l'affaire de la disparition de Mike Williams. À un moment donné, l'interrogatoire a commencé à se concentrer sur la disparition de Mike Williams. Deviné et David ont essayé avec insistance de changer de sujet et de préparer la femme à une conversation franche. Mais Denise est restée imperturbable. Les deux enquêteurs pensaient, puisque Brian avait attenté à sa vie, Denise pourrait leur expliquer clairement les détails sur la mort de Mike. Denise répétait toujours la même chose, que Brian ne pouvait pas attaquer son ami, qu'elle ne croyait pas en cela et qu'elle n'y était pas impliquée non plus. Alors Deviné a commencé à la presser. Il lui a dit qu'ils avaient une vidéo qui prouvait sa culpabilité. En réponse, elle a seulement dit qu'elle commençait à se sentir mal à l'aise. L'interrogatoire a dû être interrompu. Pendant ce temps, Brian a été retrouvé et arrêté, accusé de tentative d'enlèvement, de violence domestique, de vol et d'effraction. Denise a demandé à ce que Brian ne soit pas libéré sous caution pour sa propre sécurité et sa demande a été acceptée. Le 19 décembre 2017, l'audience de détermination de la peine de Brian Winchester a eu lieu. Il a nié les accusations, mais le procureur a demandé que l'homme soit emprisonné pendant 45 ans, et Denise a demandé une peine d'emprisonnement à perpétuité pour son ex-mari. Elle a expliqué que Brian voudrait certainement terminer ce qu'il a commencé et qu'il voudrait certainement la tuer. Les avocats de Brian ont demandé au tribunal de prendre en compte l'état mental de leur client et de lui accorder une réduction de peine. Ils ont expliqué que Brian avait appris plusieurs mauvaises nouvelles le jour de la tentative d'enlèvement, affirmant que n'importe qui pourrait s'effondrer en découvrant le cancer de sa mère, son divorce et la perte de la garde de son fils en une seule journée. Brian a alors pris la parole, affirmant qu'il ne voulait faire de mal à personne et qu'il regrettait sincèrement ses actions. Le tribunal l'a finalement condamné à 20 ans de prison, suivi de 15 ans de probation. Tous les proches de Mike Williams, mais surtout Cheryl et Nick, ont été dévastés, car le nom de Mike n'a jamais été mentionné pendant tout le procès. Mais après l'annonce du verdict dans l'affaire Brian, l'agent spécial du FBI, Mark Perez, a fait une annonce. Le 20 décembre 2017, des restes appartenant à Jerry Mike Williams ont été retrouvés, comme le prouvait un test ADN. Le corps a été retrouvé dans l'impasse de Gardner Road, dans le comté de Léon. Les enquêteurs n'ont jamais compris comment il était mort, mais ils étaient certains que l'homme était mort violemment. Denise aurait pu échapper à la justice,
mais Katie Thomas a ensuite été impliquée dans l'enquête. Elle est entrée en contact avec Denise une semaine après l'annonce de la sentence de Brian. La femme a dû jouer le jeu avec son ex-ami pour la faire parler. Leurs conversations ont été enregistrées, mais Denise voulait seulement que Katie transmette un message à Marcus, le père de Brian, lui indiquant qu'elle ne voulait pas lui parler. L'affaire n'avançait pas. Katie a encore appelé son ex-amie Denise. Ce jour-là, elle devait aller à la banque, mais elle a menti en disant qu'elle était convoquée pour témoigner et qu'on lui poserait des questions sur la liaison entre Brian et Denise. Mais cela n'a pas réussi à faire parler Denise. Alors, Katie a menti à nouveau. Elle a raconté qu'elle savait depuis longtemps leur plan pour tuer Mike. Katie a raconté qu'un jour Brian s'était emporté et avait révélé les détails de leur plan. Mais Denise est restée calme. Par la suite, les enquêteurs ont analysé l'enregistrement et ont découvert que ce qui préoccupait le plus Denise, c'était ce que Katie savait précisément. La femme ne reconnaissait pas ouvertement sa culpabilité, mais son agitation la trahissait. Cependant, l'enregistrement audio ne pouvait pas être considéré comme une preuve directe de culpabilité. Pour cela, ils avaient besoin des aveux de Denise elle-même. C'est pourquoi les enquêteurs ont conclu un accord avec Brian en octobre 2017. Il a avoué sa culpabilité dans l'affaire de Mike et a accepté de témoigner contre Denise. Brian a accepté et a tout raconté. Comment ils avaient planifié le crime et comment ils avaient eu cette idée en premier lieu. Il s'est avéré qu'un jour, lors d'une chasse, Mike a failli mourir. Il a été entraîné dans des sables mouvants, mais Brian l'a sauvé. Mike aurait pu mourir cette fois-là. C'est pourquoi Denise était convaincue que le plan de chasse était excellent pour commettre le crime. La femme était pressée, car elle ne voulait pas partager la garde de sa fille avec son mari, et elle ne voulait pas non plus qu'Ansley se souvienne de son père biologique. Le 8 mai 2018, alors que Denise se rendait à l'anniversaire de sa fille, elle a été arrêtée. Elle a été inculpée de meurtre au premier degré, d'association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre et de complicité de dissimulation de meurtre. Elle a été placée au centre de détention du comté de Léon. Denise a fait une demande pour être libérée sous caution, mais en juin 2018, sa demande a été rejetée, et le 11 décembre 2018, le premier procès de cette affaire a commencé. L'accusation a commencé par dire que pour Denise, il était important d'être veuve plutôt que divorcée. Ensuite, le témoin Brian Winchester a pris la parole. Il a raconté au tribunal sa liaison avec Denise, ainsi que le plan qu'ils avaient élaboré. Il s'est avéré qu'à l'origine, ils prévoyaient de partir à la chasse à 4. Les deux criminels avaient prévu de tuer 2 personnes, Mike Williams et Katie Thomas. Ils voulaient faire passer cela pour un accident malheureux, dans lequel leurs 2 conjoints se seraient noyés. Lors du témoignage de Brian, Denise était froide. Elle ne réagissait en rien au témoignage. Mais lors du contre-interrogatoire, Brian a avoué qu'il était un menteur et un meurtrier, et qu'il avait accepté un accord en échange de son témoignage. La défense de Denise s'est accrochée à cela. Ses avocats pariaient sur le fait que la femme ne reconnaissait pas sa culpabilité et que Brian la calomniait par vengeance. Le 14 décembre 2018, le jury, après 8 heures de délibération, a déclaré Denise coupable de tous les chefs d'accusation et, en février 2019, elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité. Lors du prononcé de la peine, outre l'avocat, Cheryl Williams a également pris la parole. Elle a dit qu'elle était très heureuse d'avoir attendu que justice prévale. Et même si aucune sentence ne ramènera son fils, elle regrette également de ne plus jamais revoir sa petite fille Ansley. Cheryl a également demandé au tribunal d'emprisonner Denise et Brian pour le reste de leur vie. 5 mois plus tard, Ansley, la fille de Mike et Denise, a hérité de tous les biens de son défunt père, ainsi que des sommes dues à Denise au titre de l'assurance, après que sa mère les lui a cédées pour éviter d'être poursuivie pour 3 chefs d'accusation de fraude à l'assurance. Dans le cadre de cet accord, Ansley ne peut pas utiliser l'argent pour payer les frais de justice de sa mère. Si elle le fait, elle devra payer à l'État une amende de 150 000 $. En janvier 2020, les avocats de Denise ont fait appel du verdict, ce qui a entraîné l'annulation de la condamnation pour meurtre, mais la condamnation pour complot est restée. En avril 2021, le procureur général de Floride a fait appel de l'annulation de la condamnation de Denise pour meurtre devant la Cour suprême de l'État.
en invoquant des précédents contradictoires et des dispositions constitutionnelles de l'État. Mais la Cour a refusé d'entendre l'appel. Selon les données actuelles, la date de sortie de Denise sera le 25 avril 2047, date à laquelle elle aura 78 ans. L'affaire Mike Jerry Williams offre plusieurs leçons de morale importantes. Elle démontre que l'avidité et la trahison peuvent mener à des conséquences tragiques, comme illustré par la conspiration de Denise Williams et Brian Winchester pour assassiner Mike afin de toucher son assurance-vie. La persévérance de Cheryl Williams dans la recherche de la vérité montre l'importance de ne jamais abandonner dans la quête de justice. Cette affaire souligne également que la justice finit par triompher malgré les années de dissimulation et rappelle que les apparences peuvent être trompeuses puisque Denise et Brian semblaient mener une vie normale tout en cachant leur complot meurtrier. Enfin, les conséquences des actions immorales de Denise et Brian, qui ont finalement détruit leur propre vie, soulignent que les actes malhonnêtes finissent toujours par rattraper ceux qui les commettent. Ok, chers abonnés, c'est la fin de cette affaire. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.